Et nous enchaînons donc avec la dernière partie de l'émission Smart Bourse, marché à thème. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par Nicolas Komilikis. Bonsoir Nicolas Komilikis. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes le directeur général d'Amiral Gestion et avec vous, nous allons évoquer un petit peu la stratégie ou en tout cas la situation des small caps. Alors c'est vrai que le retour en grâce des small caps est attendu depuis plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. On nous annonce que dans quelques mois, ce sera le moment des small caps et ce moment peine à arriver. Alors peut-être que justement aujourd'hui c'est le moment de se poser les questions de pourquoi ces small caps sont dans un cycle sans fin et est-ce qu'un jour on verra peut-être ce moment peut-être de retour de la performance sur les small caps. Si on prend un petit peu de recul avec vous Nicolas Komilikis, pourquoi les small caps ont-elles autant sous-performé sur les dernières années ? Vous avez raison Nicolas, c'est une singularité puisque les small caps sous-performent depuis 2018. C'est un marché qui vraiment est assez exsangue, au tapis. C'est un des rares marchés qui a souffert aussi longtemps ces dernières années et qui est délaissé par les investisseurs. Alors pourquoi en effet il faut revenir à 2018 pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En 2018, on est au bout de 10 ans de cycle extrêmement long de croissance américaine et mondiale, soutenu comme vous le savez par la politique monétaire extrêmement accommodante, des taux très très bas, une politique finalement de reflation qui est menée par la Fed suite à la crise de 2008 avec des programmes de quantitative easing. Et en 2018, en fait, c'est le moment où les banques centrales se disent il faut arrêter, il faut sortir de ce régime financier extraordinaire dans lequel on a vécu. Et la Fed commence à monter les taux. Dans un objectif de normalisation quelque part. Exactement, de normalisation. Mais progressif, très progressif à ce moment-là. Progressif, parce que vous savez, c'est comme quand on gonfle un ballon un peu au maximum de sa résistance. Quand on commence à le percer pour le faire dégonfler, on a peur qu'il éclate. Oui, bien sûr. Et c'est exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, comme le marché corrige très brutalement en 2018, la Fed fait un peu volte-face et recommence à un petit peu baisser les taux. Mais le signal est donné, il est nécessaire de sortir de ce régime absolument exceptionnel. Et puis là, c'est coup de théâtre, vous le savez, le Covid. Bien sûr. Et la Fed est obligée complètement à contresens, et d'ailleurs toutes les banques centrales mondiales, de revenir à une politique extrêmement accommodante pour sauver l'économie, remettre les taux à zéro, relancer les programmes de quantitative easing, et d'ailleurs des programmes budgétaires extrêmement accommodants. Et finalement, ce n'est qu'en sortie de cycle, en sortie de Covid, excusez-moi, qu'en 2022, finalement, on se retrouve avec un dérapage de l'inflation, une économie qui redémarre, et là, la peur change de camp, c'est finalement l'inflation qui devient l'ennemi numéro un. Et là, les banques centrales vont remonter extrêmement rapidement et fortement les taux à marche forcée. Et donc, finalement, c'est l'histoire d'un cycle dont on essaye de sortir depuis 2018. Et comme vous le savez, les small caps, justement, sous-performent pendant ces périodes. Les small caps, à long terme, surperforment parce que leur profil de croissance de résultats est supérieur à celui des large caps. Mais ils sous-performent pendant ces périodes de retournement de cycle parce que finalement, ce sont des sociétés qui sont analysées par les investisseurs comme plus risquées, parce que peut-être plus petites, des earnings qui peuvent être éventuellement plus volatiles parce que des business moins diversifiés géographiquement et en termes de vertical. En 2008, cette sous-performance, on l'observe pendant 2 ans, et après, les small caps ont re-sous-performé pendant des années. Mais là, finalement, on a traversé 6 ans de sortie de cycle et 6 ans de sous-performance. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Donc, en fait, si on prend un peu de recul par rapport à la situation actuelle, là, on parle effectivement de perspective de baisse de taux des banques centrales d'ici quelques mois. Mais en fait, ça fait 5-6 ans qu'on est dans un moment de sortie de cycle et 5-6 ans que finalement, les small caps attendent un petit peu d'être reconsidérés comme un actif avec un certain avenir devant lui, quelque part. Exactement, et ce qui nous rend un peu plus confiants dans le timing, c'est qu'on peut enfin, pour la première fois depuis des années, penser à trouver un peu le pic de taux et se reprojeter sur un nouveau cycle, ce qu'on n'a pas pu faire ces dernières années. Et donc, on se retrouve finalement avec une situation, comme vous le disiez, qui est normalisée, et par ailleurs un marché qui est totalement sous-valorisé, puisque ces sociétés qui avaient des primes sur les large caps de 50% en 2018, si je prends les chiffres en Europe, aujourd'hui sont décotées de 40%. On a une valorisation relative des small caps par rapport au large qui est historique, qui est encore plus forte qu'elle ne l'était en 2008, alors qu'en 2008, c'était une crise extrêmement sévère, doublée d'un krach de liquidité qui est extrêmement délétère pour les actifs peu liquides comme les small caps. Et pourtant, c'est aujourd'hui que l'écart est le plus important. Il est extrêmement significatif par rapport aux PME ETI qui s'échangent sur le marché privé, notamment dans le private equity. On a des sociétés qui s'échangent à 8 ou 10 fois les résultats opérationnels dans les opérations de LBO, alors que sur le marché coté, elles se payent 5 fois. Et donc aujourd'hui, on pense qu'on a un niveau de valorisation qui est extrêmement intéressant. Et cette anomalie devrait se corriger. On voit d'ailleurs que ça devient un sujet stratégique
politique, puisqu'en fait... De financement de l'économie, presque. Ouais, exactement, on a un enjeu de financement de l'économie. Le continuum en fait, de financement entre le privé et le public vient d'être rompu, puisque vous ne pouvez pas finalement avoir des introductions en bourse si le marché coté est peu liquide et valorise 2 fois moins les sociétés qui sont valorisées dans le privé. Et donc c'est vraiment ce qui se passe. On n'a plus d'IPO ou des IPO de piètre qualité. Et on voit aujourd'hui, c'est quand même un signal de l'anomalie, le politique s'intéresser au sujet. Il y a aujourd'hui très clairement dans les tiroirs des projets politiques pour essayer de venir soutenir et dynamiser le marché des small caps, justement pour faire face à cette situation. Alors on n'attend pas du politique qui finalement il relance et il soutienne ce marché suffisamment pour en faire un marché dynamique, mais on pense que c'est plutôt symptomatique de l'anomalie dans laquelle on est, qui est extrême, puisque le politique commence à dire quand même on a un vrai problème, et donc on pense que c'est plutôt la main invisible qui à un moment va venir corriger ça, c'est-à-dire les investisseurs tout simplement. Les investisseurs d'ailleurs du private equity qui eux-mêmes commencent à cibler de plus en plus les sociétés cotées. Le private equity peut être un facteur explicatif par exemple d'investissement en direct plutôt que d'aller investir sur les small caps sur les marchés cotés ou pas forcément ? Alors tout à fait, ça a joué certainement en partie un rôle, mais ça ne peut être qu'un poids partiel parce que finalement... Pourquoi ça a commencé en 2018 ? Le private equity sur le marché français se développe maintenant depuis 10-15 ans. Pourtant, la rupture entre les valorisations a commencé en 2018, justement au moment où il y a eu une rupture sur le cycle. Ce phénomène de sous-valorisation, il faut le rappeler, entre les small et les large, s'est produit partout dans le monde, et notamment aux États-Unis qui ne venaient pas de découvrir le private equity. Bien sûr. Donc le private equity joue un rôle, mais il n'est pas le facteur explicatif de cette divergence. Donc il n'y a pas de raison, parce que le private equity existe et est dynamique aujourd'hui en France, que cette rupture de valorisation entre ces deux marchés soit pérenne, puisque ça n'a pas été le cas aux États-Unis pendant 50 ans et ce n'est pas à nouveau le private equity. Donc on pense plutôt que ce sont des marchés qui doivent se reconnecter et donc qui doivent reconverger en termes de valorisation. Autre question, alors pour chercher des facteurs explicatifs qui sont peut-être que partiels, est-ce que l'émergence de la gestion passive peut être un facteur explicatif effectivement de moins de sélection dans des toutes petites valeurs aujourd'hui par des épargnants ou des investisseurs ? Oui, ça je pense que c'est exact et surtout de façon peut-être autoréalisateur, c'est-à-dire que finalement comme c'est une option qui s'offre de plus en plus aux investisseurs, quand le small cap sous-performe, on a d'autant plus encore tendance à aller vers la gestion passive. Oui. En revanche, on peut contrer l'argument, c'est que le seul moyen de battre les indices et une stratégie de gestion passive, c'est justement de revenir sur des actifs plus décorrélés et surperformants sur le long terme comme les small caps. Et d'ailleurs, les small caps ont toujours été, les fonds small cap ont toujours été des fonds qui ont été utilisés par les sélectionneurs de fonds pour essayer de surperformer leur benchmark, parce que c'est extrêmement difficile quand vous êtes sélectionneur de fonds d'acheter soit des ETF, soit des fonds un peu génériques large cap et de surperformer vos benchmarks. Vous avez besoin à un moment dans votre allocation d'avoir des actifs un peu décorrélés. Donc on pense qu'il y a encore une place pour la gestion active et notamment sur des actifs surperformants à très long terme comme le small cap. On est à l'heure actuelle donc à la mi-mars 2024. On voit effectivement des marchés financiers qui continuent leur progression, portés effectivement par une concentration de valeurs, de très grosses valeurs qui tirent les marchés, notamment aux États-Unis. On voit des small caps qui, au contraire, voient leur valorisation toujours revue à la baisse. Vous nous l'avez dit, et vous dites c'est le moment où il faut les considérer, ces small caps, puisque justement, dans quelques mois, on sera peut-être dans le début d'une sortie de cycle, et c'est maintenant qu'il faut s'intéresser à cette classe d'actifs, à cette thématique. Voilà, alors on n'aime pas trop sonner le clairon. Il y a 2 ans, on avait déjà le constat d'avoir des valorisations très basses, mais on savait que c'était très difficile de se projeter parce que la normalisation des taux n'avait pas eu lieu. On avait l'inflation qui dérapait, donc on savait très bien que dans une phase de hausse des taux, c'était très très difficile de se projeter. Bien sûr. Ce qu'on dit aujourd'hui, on n'a pas le timing exact, bien sûr. On pense que entre guillemets, l'horizon s'est dégagé et qu'il nous semble raisonnable en 2024 de reconsidérer cette classe d'actifs dans une perspective de 3 à 5 ans, que le timing est certainement pas très très loin et en tout cas l'opportunité de valorisation totalement extrême. Si, parce qu'effectivement, c'est une discussion qu'on a souvent sur le plateau de Smart Bourse. Il y a ce que le marché anticipe en matière de baisse de taux des banques centrales et ce que d'autres économistes anticipent. Est-ce que les banques centrales elles-mêmes anticipent ? Est-ce que, effectivement, si on est sur moins de baisse de taux que prévu, une sortie de cycle avec finalement un nouveau cycle et un environnement de taux plus élevé, ça viendrait remettre en cause le moment small et mid ou pas forcément ? C'est pas sur ça que ça va se jouer. C'est pas sur le niveau de taux finalement directeur que ça va se jouer. C'est difficile de dire, mais je dirais que ça, c'est ce qui va peut-être déterminer le timing à quelques mois
en fait, plus que la réalité de la big picture qu'on vient de décrire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien pour ça que ça ne redémarre pas, c'est que le marché est en train de se chercher pour savoir est-ce qu'on va avoir encore une petite baisse des taux, ou plutôt est-ce qu'on va rester sur un plateau pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, ou est-ce qu'on va avoir une baisse plus forte. Nous, on pense qu'une baisse très forte des taux ne serait pas non plus forcément extraordinaire, parce que ce serait plutôt le signal d'une économie qui est en train de cracher. Inversement, si vraiment les taux doivent remonter fort, ce qu'on ne pense pas, face à une inflation qui redémarrerait, ce serait aussi difficile. Par contre, un scénario intermédiaire avec des taux qui restent un peu flat ou qui baissent très doucement et une économie plutôt qui se porte pas mal peut être un très bon signal. Je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'à un moment, le marché ait de la visibilité sur effectivement cet équilibre et ce niveau de retournement. On est en train de chercher un petit peu ce point d'inflexion pour essayer de l'évaluer. Comme dans tous les retournements de cycle classique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se retrouve dans une configuration classique que nous, on n'avait plus vécue depuis 2008-2009. Et donc, on est en train de revivre quelque chose finalement qu'on arrive mieux à comprendre peut-être que ce qui s'est passé ces dernières années. Merci beaucoup Nicolas Komilikis de nous avoir accompagnés donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Amiral Gestion. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. Donc Smart Bourse en direct tous les jours sur Bismart. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver également en replay sur le site bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à demain.